Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue dans Igloo avec Cédric Simonin comme maître de cérémonie. Bonjour Cédric. Aujourd'hui on va parler d'architecture avec Damien Cordier. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans Igloo, je vous présente dans un instant. D'abord, une petite info, cette tradition. Dans cette émission, on va partir dans la patrie de Poelvoorde, Benoît Poelvoorde, Bruxelles. Oui. Ça vous rappelle des trucs? Ça me rappelle plein de choses. Un petit cocktail, par exemple. Ça On va dire ça. Bon, passons. On part à Bruxelles. Je peux? Allez-y. Ok, go. Donc on part à Bruxelles et Bruxelles devient la première grande ville à interrompre la 5G en raison de ses effets potentiellement néfastes sur la santé. Donc la déclaration a été faite par Cécile Frémaux, ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, chargée du logement, de la qualité de vie, de l'environnement et de l'énergie. Tout ça en même temps. En juillet, le gouvernement a conclu un accord avec 3 opérateurs de télécommunications pour assouplir les normes strictes de rayonnement à Bruxelles. Mais, selon la région, il est maintenant impossible d'estimer le rayonnement des antennes nécessaires pour le service. Donc la décision a donc été prise d'attendre, d'avoir plus de données de terrain avant de poursuivre le processus législatif permettant le déploiement de la 5G à Bruxelles. Mais Cédric, il n'y a que la Belgique qui se préoccupe de ce problème, de ce sujet? Eh bien non. Certaines villes de Californie, réagissant à une vague écrasante de protestations, a pris une mesure extrême et a empêché la mise en œuvre de cette technologie. Donc juste pour terminer, il y a une grande étude qui a été lancée par l'étude Cosmos qui suivra environ 300 000 utilisateurs de téléphones cellulaires adultes en Europe pendant 20 ou 30 ans et on verra après si on en meurt. Mais ça, on le saura, ce sera trop tard. Pour nous, en tout cas, oui. Oui. C'était un peu long, Oui, mais c'était important. L'émission dont vous parliez, c'était l'émission Igloo numéro 17, c'est ça? Avec Brice Vincent. Avec Brice notamment. Vincent, qu'on l'on salue, Voilà. notre ami chercheur. Et aujourd'hui, on reçoit Damien Cordier. Rebonjour Damien, vous êtes architecte associé chez DRLW, architecte à Mulhouse, Strasbourg et Paris. 40 ans d'existence cette année et vous employez 50 personnes dans ce cabinet. On va parler de ce métier que vous aimez tant, le métier d'architecte, ses missions, son rôle, sa valeur ajoutée avec Cédric. Oui, un métier noble que le métier d'architecte et je voulais que Damien Cordier nous en parle tout petit peu plus parce qu'on connaît le métier d'architecte, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Donc, on va commencer par ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le métier d'architecte? Alors déjà, merci de l'invitation. Le métier de l'architecte, c'est un vaste sujet. Vu le format de l'émission, je vais quand même essayer d'être court, bref et précis, parce que c'est un métier qui est avant tout passionnant. Il faut que ce soit une passion. C'est un métier pluridisciplinaire, parce qu'il touche à peu près à tous les domaines auxquels on peut tous imaginer. Il faut être créatif pour une partie du métier. Il faut être technique pour une autre partie du métier. Il faut aussi parfois savoir gérer des équipes quand on veut rentrer dans des agences ou des structures plus importantes. Tout comme on peut être un grand solitaire si on veut être un architecte indépendant. Et il consiste avant tout à l'acte de bâtir. Et l'acte de bâtir, il part d'une feuille blanche où on rencontre des maîtres d'ouvrage. Un maître d'ouvrage, c'est un propriétaire, vous, moi. Parfois, c'est une famille de base qui veut construire sa maison jusqu'à une ville qui veut construire un grand théâtre et qui propose un programme. Et ce programme, pour une maison, c'est un salon, une salle de bain, des chambres, des placards, une entrée, un garage, etc. Et puis, ça s'appelle un programme. Et à partir de là, on fait un premier dessin. Ensuite, on en fait un permis de construire. On en fait des plans pour faire des appels d'offres. On consulte des entreprises, on construit et on livre. Alors, vous avez été un tout petit peu vite. Est-ce qu'on peut faire un focus sur l'habitat? Parce que Igloo, c'est quand même... On parle beaucoup d'habitat dans Igloo. Et est-ce qu'on peut détailler les différentes missions de l'architecte? Oui, c'est... En fait, le focus sur l'habitat reviendra à faire exactement les mêmes missions ou presque pour d'autres types. Mais le focus sur l'habitat est intéressant parce que l'habitat, c'est le lieu et donc l'espace dans lequel nous vivons tous au quotidien. C'est le lieu le plus important pour chacun d'entre nous. Et quand on conçoit de l'habitat, il y a plusieurs manières déjà d'entendre l'habitat. Donc c'est quoi un logement? Ça peut être une maison et ça peut être un appartement. La maison, c'est une relation privilégiée avec un couple, une personne ou une famille. Et on va construire une maison sur un terrain. Donc on va concevoir ce que je disais avant à partir d'une feuille blanche et un besoin très précis.
La deuxième manière de faire de l'habitat dans la partie conception, donc dans le départ, c'est des appartements. Donc c'est travailler avec des promoteurs ou des bailleurs sociaux, parce qu'on fait aussi du logement social. Et on travaille de la même manière avec un programme. Donc ce programme, il est défini par un terrain. Et par ce terrain, on fait ce qui s'appelle une faisabilité, une capacité, où on réfléchit à savoir combien d'étages on peut construire, par exemple, sur un terrain, et donc combien d'appartements on peut faire. Et avec le promoteur, on va définir des typologies d'appartements qui sont étudiés en fonction de l'endroit où on se trouve et du besoin de l'endroit. Il y a des endroits où on a besoin de grands logements pour des familles, d'autres endroits des petits logements pour des étudiants, par exemple. Et là, on fait exactement le même processus. On dessine des plans, des coupes, des façades. On va rencontrer des élus. Les élus sont toujours importants. C'est le troisième grand partenaire entre l'architecte qui rassemble ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre avec des ingénieurs. Le deuxième partenaire, c'est évidemment le maître d'ouvrage qui est le donneur d'ordre, donc la famille ou le promoteur. Et le troisième grand partenaire, c'est la ville et les élus, sans qui on ne pourrait pas avancer parce que c'est eux qui définissent les règles qui s'appellent des règles d'urbanisme, qui définissent des hauteurs de construction, des gabarits, et qui disent oui ou non, après aussi sur des permis en fonction de toutes ces règles si elles sont respectées. Et pour le logement, il y a une deuxième grande partie qui va être le chantier. Alors, on peut juste s'arrêter sur cette partie. Bien sûr. La partie conception, donc on part d'une feuille blanche et ça s'arrête à l'obtention du permis de construire. Tout à fait. Ça comme ça, hein, sur la première grande étape. La première grande étape, en effet, sauf que je dirais qu'on peut la ponctuer en logement, en accession, donc la partie avec la promotion immobilière, avec des plans de vente également, parce que tout projet qui vient à naître et à être construit derrière doit être tenu par il y a des coûts, et ces coûts, forcément, pour lancer un chantier, il faut que le projet soit vendu en partie pour pouvoir être lancé en chantier. Donc, avec la partie promotion, il y a aussi ce qui s'appelle des plans de vente qui permettent de vendre en VFA, vente en état futur d'achèvement, donc sur plan. Qui fait l'objet d'une émission qu'on a tournée il n'y a pas longtemps avec Bruno Benny, le président de la FPI. Donc, la deuxième grande mission de l'architecte, une fois qu'on a obtenu son permis, maintenant, il y a lieu de construire l'objet du permis. Comment ça se passe ? Alors, ça se passe pareil. Quelle que soit l'échelle d'un projet, et notamment en logement, chaque projet est important. C'est le plus important dans la vie des gens qui vont y habiter. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est ce que je dis à tous mes collaborateurs. Construisez comme si vous alliez habiter chacun des appartements que vous dessinez. Certes, y en a qui vont me dire bah oui, mais j'ai 3 enfants, je dessine un petit appartement. Je dis oui, il faut un peu d'imagination et se projeter, évidemment. Mais la deuxième grande partie, c'est le dossier de consultation des entreprises. Donc on va faire des plans très techniques. Évidemment, l'architecte ne sait pas tout, malheureusement. Donc il est entouré d'ingénieurs structure, ingénieurs fluides, ingénieurs électriques, ingénieurs pour tout ce qui est à l'extérieur, ça s'appelle les VRD, voiries et réseaux divers. Et des fois des acousticiens, on travaille aussi sur la qualité de l'air, on travaille sur plein de sujets et on est entouré par des spécialistes. L'architecte, il faut le voir comme un chef d'orchestre. Une fois qu'on a fait tous ces documents techniques et chiffré le projet, en espérant évidemment être dans l'enveloppe du maître d'ouvrage, donc qui est le commanditaire, le promoteur, là on est tous d'accord et on dit on lance un appel d'offres, on consulte donc des entreprises, ces entreprises nous donnent des devis, on en choisit, on retient pour du logement classiquement 14 lots, 14 entreprises différentes et on lance un chantier. Et là un chantier va durer, selon la difficulté, pour une maison, on peut très bien la faire très rapidement. Quand on est en ossature bois, par exemple, c'est des constructions sèches. Donc, on peut tout faire en atelier et aller très très vite dans l'absolu. Et là, les études sont un peu plus longues. Et un chantier peut durer 8 mois. Ou une maison, classiquement, c'est plutôt 12 mois à 14 mois. Et en logement collectif, on est plutôt sur 16 mois. Et vous suivez, très gros chantier. Vous suivez le chantier. Bien sûr. Toujours. Pas toujours, non. L'architecte suit toujours d'une certaine manière, vous avez raison en fait, parce qu'il doit être garant de la qualité architecturale. Donc qui que ce soit, même si l'architecte n'a pas la mission du chantier, ce qui peut être le cas,
l'architecte doit être garant, on doit toujours le consulter s'il y a des changements sur l'architecture. Mais un maître d'ouvrage peut demander à un architecte que le permis de construire, c'est son droit, et l'architecte peut accepter ou refuser. Mais je conseillerais à tout le monde de faire des missions dites complètes pour avoir soit un architecte qui va suivre le chantier, parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleur suivi que la personne qui a dessiné son bâtiment. On arrive quasiment au bout de cette émission. Cédric, encore une question ? Ouais, j'avais encore deux questions. Alors, peut-être comme ça, Damien Cordier peut y répondre très rapidement, si on a déjà mangé beaucoup de temps. Ouais, pardon. Quels sont les avantages de passer par un architecte ? Alors, l'avantage de passer par un architecte, pour être très bref, c'est d'avoir du sur-mesure. Vous avez de toute manière une nécessité de passer par un architecte au-delà de 150 mètres carrés de surface plancher. Et au-delà de cette obligation, j'ai envie de dire, passez tout le temps par un architecte, passez par un architecte avec qui vous vous entendez bien, rencontrez-le, discutez. À partir du moment où le feeling passe, normalement, il a les compétences derrière aussi. Et vous aurez un projet sur mesure par rapport à vos besoins, que le projet soit une cabane au fond d'un jardin, une piscine, une extension d'une maison, une maison, etc. Alors les gens qui nous écoutent, ils nous disent pourquoi pas, vous nous avez convaincus, mais combien ça coûte ? Un architecte, c'est rémunéré en fonction du pourcentage. Il y a un pourcentage qui est défini en fonction du montant des travaux. Il ne faut pas le voir comme une charge supplémentaire, mais comme une plus-value. Quand on vous fait un objet sur mesure, vous êtes normalement en mesure de le voir bien vieillir. C'est comme un bon vin. Il va prendre de la valeur, il va prendre du prix. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous le revendrez bien plus cher et vous aurez bien oublié le coût de l'architecte. Donc, l'avantage, évidemment, c'est cette notion de sur-mesure, et le prix, il varie en fonction de l'ouvrage. Une maison, ça peut aller entre 10 et 14% du prix d'une maison. En logement collectif, on va être un peu en dessous. Et ce que je vous conseille de faire, et ce que j'aimerais qu'on fasse en France d'ailleurs, c'est de consulter ce qui s'appelle la grille MIC, qui est une grille qui est faite par le gouvernement. Il y a un montant de travaux, il y a une complexité qui est définie en fonction d'un terrain, d'un projet. Et derrière, on a un coefficient. Et ce coefficient, il s'applique au montant des travaux. Et au moins, tout le monde s'y retrouve. Avez-vous déjà dessiné, construit un igloo ? Non. Mais c'est un sacré défi, ça serait sympa. Encore que c'est assez facile à faire. Hein. C'est toujours la même chose. Encore que si. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens de l'armée qui étaient des spécialistes commando et avec qui j'ai fait un igloo, mais je ne l'ai pas dessiné. Et on a fait un vrai igloo dans la neige. Très bien. C'est génial en fait. Oui, on sait que c'est génial. Nous, on est dans un igloo en permanence toute l'année. On n'a pas eu le temps de parler des grands noms de l'architecture pour vous, mais en guise de conclusion, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous aimez votre métier ? C'est un métier, je disais au départ d'ailleurs, passionnant. On touche à tout. C'est beaucoup de relations humaines et on bâtit. Et le fait de bâtir, c'est pas seulement concevoir des espaces, mais c'est surtout concevoir du vide dans lequel tous les gens ils vont ensuite se déplacer et vivre. Et nous avons la chance avec l'agence de toucher à de très nombreux types de projets. On fait des aéroports, on fait des gares, on fait des bâtiments techniques, des hôpitaux, des logements, on fait vraiment de tout. Et c'est passionnant de rebondir entre tous les collaborateurs d'une agence et de voir que finalement, du plus petit projet au plus gros, on a tous les mêmes intérêts. Et nous, notre passion, c'est de livrer des bâtiments impeccables tels qu'on les a conçus initialement. Donc c'est de présenter au début une image qu'on a conçue et à la fin on est fier de pouvoir se mettre à côté avec la photo de départ et de dire on a fait ce même bâtiment. Et l'agence c'est DRLW à Mulhouse, à Strasbourg et à Paris. Et bon anniversaire, 40 ans cette année. Voilà. Merci Damien Cordier. Merci Cédric Simonin. L'émission, on la retrouve, on la partage sur Igloo on Air sur Facebook et on la retrouve aussi en intégralité sur le site de Trianon Résidence et aussi sur topmusic.fr. C'était Igloo. Merci messieurs. Merci.